Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. De la santé et de la sagesse. Figure du manque. Le discours médical de l'Occident est né de l'unité de la médecine et de la philosophie, devenue ensuite rivales inséparables, plus proches parentes encore que des sœurs, puisque nées à la fois ensemble et l'une de l'autre. Venues au monde au terme de la longue marche de la quête de la raison en Grèce ancienne, elles ont longtemps avancé côte à côte, sur le même chemin. Le parallèle s'impose de lui-même. Platon est philosophe et en même temps il invente la philosophie, et du même coup le philosophe Hippocrate est médecin et en même temps il invente la médecine et par conséquent le médecin. Les premiers développements des deux disciplines auront lieu conjointement, sous la conduite des philosophes et des médecins ensemble. Dans cet état initial des savoirs, les médecins étaient souvent philosophes, tel Hippocrate lui-même, et il n'était pas rare que les philosophes, selon le modèle d'Empédocle, soient également médecins. Dans les cités grecques, les philosophes vont avoir, ou du moins tenter d'avoir la haute main sur l'ensemble du discours rationnel. La philosophie se définit dès l'origine comme une double entreprise d'élucidation de la réalité et de détermination rationnelle des conduites individuelles et collectives, ce qui recoupe le vaste champ de la physique, de l'éthique et de la politique. La médecine est dès lors la seule concurrente possible, puisqu'elle a fait également le choix de fonder sur la rationalité à la fois son discours et sa pratique, et que le médecin est aussi un maître de vie, d'une manière il est vrai quelque peu différente de celle du philosophe. L'histoire de chacune des deux disciplines va donc être, pour une bonne part, celle de sa relation avec l'autre. La médecine sera pour longtemps au centre du grand débat de la philosophie sur les conditions du savoir, auquel elle s'offre elle-même comme le modèle d'un art alors précieux et unique en son genre, à la fois spécialisé. Il a sa place parmi les arts du salut, dira Platon, doté d'un code de déontologie, le serment d'Hippocrate, encore actuel 25 siècles plus tard en dépit de l'expansion de la bioéthique, et un art enfin qui se prête mieux que tout autre à l'apostrophe. Analyse des relations entre la pratique et le savoir, et qui permet de comprendre comment le savoir associé à l'habileté peut contribuer à changer la vie des hommes. La médecine sera même, par moments, le centre de toute la connaissance grecque de l'homme et de la nature. Elle sera pour les philosophes une source presque inépuisable de notions et de références. Et à l'inverse, la philosophie lui apportera l'aide de son appareil conceptuel innovant, lui permettant de penser, par exemple, la nature, la causalité, l'erreur, l'observation, l'expérience, la vie heureuse dont la vie saine est une des modalités et naturellement au premier chef les deux notions clés que sont la santé et la maladie. La philosophie ressentira d'abord comme un danger le développement d'une médecine qui, en se fondant sur la diversité infinie des cas individuels, serait en mesure de parvenir mieux qu'elle ou avant elle à la connaissance de l'homme. Pendant ce temps, les médecins, eux, se méfient, non sans raison, des empiètements des philosophes. Leur vigilance est grande lorsqu'il s'agit de repérer dans tel ou tel écrit médical une influence philosophique, et on peut penser que le titre de prince de la médecine, qui sera donné à Hippocrate par Pline à l'époque romaine, lui a été attribué en grande partie pour avoir su créer les conditions d'une séparation nette entre les deux démarches, médicale et philosophique. Père de la médecine, Hippocrate le serait par conséquent à un double titre, comme inventeur de la science médicale et ensuite comme héros de la rupture par laquelle se sont constituées, en se libérant l'une de l'autre, deux formes de rationalité, correspondant à la poursuite des deux grandes fins aussi vitales pour l'homme, et aussi insaisissables, l'une que l'apostrophe, autres qui sont la santé et la sagesse, les deux aspects sous lesquels se manifeste la plus éminente et la plus constante des facultés humaines, celle que Platon a si bien nommée dans le Ménon, la capacité à se procurer les bonnes choses. Cette rupture fondatrice a également eu pour effet de séparer une fois pour toutes la recherche de la santé de celle de la sagesse, attribuant la première au corps médical et faisant de la seconde une sorte de commentaire sans aucune prise sur les affaires touchant au sain et au malsain, autre que l'exercice d'un droit d'inventaire et d'examen critique, fonction à laquelle la philosophie ne s'est d'ailleurs jamais laissée réduire, ni aux époques où la médecine se montrait balbutiante ou impuissante, ou bien sclérosée à force être dogmatique, ni inversement, à celle où elle s'est affirmée comme un savoir conquérant et une recherche infiniment ambitieuse de moyens de guérir toujours plus performants. Et tout au contraire l'interrogation sur le concept de santé,
sur la signification de l'expérience de la maladie. Avoir une maladie et être malade, le verbe renvoie à lui seul à une philosophie du pathos, la préparation, aux accents stoïciens du sage à la victoire inéluctable de la maladie sur la santé, la vigilance à l'égard de la validité éthique et épistémologique de la pensée et de la pratique médicale sont autant de thèmes sur lesquels s'est édifiée une philosophie de la santé. Elle ira de Platon et des apostrophes Aristote au stoïcisme puis à Montaigne, à l'époque classique avec Descartes, Locke, Malebranche, à celle des Lumières avec Rousseau et Kant, à Nietzsche au XIXe siècle et ensuite, plus près de nous à Alain, à Canguilhem, Gadamer, Ricoeur, Foucault. Cette dernière étape est marquée par l'interprétation philosophique de l'impact de la modernité sur la santé, sur la maladie, sur la relation au corps et sur les notions de soins et de relation de soins. Mais il est vrai que très loin devant la sagesse, objet d'une quête désintéressée et accessoire, on la croit bien à tort réservée à ceux qui n'ont rien de plus utile ou de plus urgent à faire. La santé est la plus emblématique de toutes les prospérités qui peuvent nous échoir, puisque jour après jour elle conditionne l'usage que nous pouvons faire de toutes les autres. On trouve, aux origines de la pensée de la santé en Occident, l'idée en elle-même révélatrice qu'un monde idéal serait un monde où la maladie ne tiendrait aucune place, un monde totalement sain, épargné par toute forme d'altération pathologique, situation identifiée à la possession du bonheur. Dans le mythe raconté par Hésiode dans les Travaux et les Jours, Pandore soulève le couvercle de la célèbre boîte et laisse s'en échapper toutes sortes de souffrances et de maladies. Désormais, l'humanité ne pourra plus jamais se soustraire au dessein de Zeus. La maladie devient alors le signe définitif de l'imperfection du monde et de la malheureuse condition des hommes. La nature qui donne la santé et qui guérit est aussi la nature qui altère la santé, qui la fait perdre et qui, à travers son contraire, la maladie, conduit sans répit l'humanité à la mort. 25 siècles après, la suprématie de la médecine s'est naturellement beaucoup renforcée. De toute évidence, le savoir médical moderne est sans commune mesure avec l'ancien, même si l'analyse de l'entreprise médicale elle-même par la philosophie antique demeure étonnamment actuelle. L'importance prise par ce que Foucault a appelé le biopouvoir, les progrès fulgurants de l'exploration du corps et des techniques biomédicales, par exemple, ont considérablement modifié le cours des choses. On pourrait croire qu'à l'heure de la procréation assistée, des mères porteuses, du maintien en vie de patients en état de mort cérébrale, des thérapies géniques et des transplantations d'organes, parler de la santé revient désormais à la science qui a la charge de la protéger et de la rétablir et que devant cette techné triomphante, il ne reste plus à la philosophie qu'à renoncer. On dirait presque qu'il nous suffit à nous, hommes de la modernité, d'avoir la santé, comme dit une forte expression populaire, ou de la faire rétablir ou même renforcer par les médecins si par malchance, ou bien par le mauvais usage que nous en avons fait, elle venait à nous échapper. Nous savons que la médecine en prend soin et que les autorités sanitaires y veillent pour nous, défendant en quelque sorte nos propres intérêts en la matière. La santé n'est plus alors une donnée qui relève entièrement de la nature. En ce sens, l'homme de l'Antiquité qui avait un certain respect pour l'ordre du monde, concevait mieux que nous la santé et la maladie comme des choses qui ne dépendent pas de nous, selon la formule stoïcienne, c'est-à-dire des événements qui sont de simples effets de la nature. L'homme moderne vit dans l'assurance trompeuse d'une nature sous contrôle, selon une conception qui est apparue très tôt en médecine, alors que pour Hippocrate, c'est la nature qui est encore le véritable médecin. Dès Aristote, le médicament reçoit le statut de moyen inventé, de création de la médecine en vue de conduire la nature à se manifester et à intervenir, au lieu de s'en remettre à sa seule bienveillance. Désormais, le traitement consistera autant que possible à placer, si on peut dire, la nature sous l'autorité du savoir, celui-ci devenant un élément essentiel du pouvoir médical, qui depuis n'a plus cessé de s'accroître et paraît ainsi sans limite ou presque. Alors que survienne, dans un vol de moustiques, une maladie qui prend la médecine de court, qui exige d'elle dans l'urgence un savoir qu'elle n'a pas encore établi, que surgisse avec son cortège de souffrances et de peur, une épidémie aux contours incertains qui met les médecins dans la situation d'avoir à tout apprendre de l'observation des malades, et nous sommes presque ramenés au temps d'Hippocrate, en ce qui concerne non pas les dispositifs de soins et de recherche, naturellement, mais la nature, on pourrait même dire la substance de l'apostrophe. Action médicale. Les pays de l'océan Indien, et particulièrement la Réunion,
confrontés à l'irruption du chikungunya et à ses multiples conséquences dramatiques, se sont trouvés bien placés au cours des années 2005 et 2006 pour observer comment, dans de pareilles circonstances, renaissent l'irrationnel, la rumeur, l'obsession du pire, la crainte d'un tsunami viral, l'espoir du miracle, la hantise d'un chantage des dieux, selon le mot de Jean Giraudoux. C'est que la maladie nous révèle à nous-mêmes, nous interroge sans cesse, et au prix de notre souffrance, sur la validité de nos pensées, sur le bien fondé de nos actions et sur la vraie valeur de ce qui a été et de ce qui advient. Plus que jamais, la sagesse apparaît comme ce que voyaient en elle les anciens et dont atteste l'étymologie, sagesse ou sapience selon l'époque, est construit sur sapor, la saveur. La sagesse, c'est de savoir trouver le goût des choses. On comprend que les crises sanitaires, selon l'appellation si révélatrice aujourd'hui en usage, relancent tout autant que le besoin de médecine, le besoin de philosophie et que font défaut en même temps. Dans ce cas, d'un côté la santé menacée par une maladie insaisissable, et d'un autre côté la sagesse, au double sens le plus ancien du terme, c'est-à-dire à la fois possession d'un savoir et capacité de tenir l'événement à distance et de trouver en soi la ressource nécessaire pour le penser. C'est la figure de ces manques concomitants et en quelque sorte croisés, qui incarne alors la pire menace, celle d'un mal qui court, à l'énigmatique apparence. Le moustique, Aedes albopictus, vecteur de la maladie, sera constamment représenté, dans la presse et dans les documents des grandes campagnes d'information, sous des traits qui non seulement sont de nature à faciliter son identification, avec les élégantes pattes striées qui donneront en vol une impression grisée, mais qui lui attribuent une sorte de beauté, une capacité de séduction largement ambivalente. De même, les éléments relatifs aux origines de ce moustique sont urbanisation souvent commentée, qui traduit une adaptabilité de l'espèce mais qu'un anthropomorphisme naïf peut interpréter comme la marque d'une forme de sociabilité à l'égard de l'homme, les conditions de ces déplacements intercontinentaux, réels et supposés, confèrent à Aedes albopictus, doté de surcroît d'un nom aussi poétique que savant, la stature d'une sorte d'aventurier au destin romanesque. Il est ce voyageur qui circule en pneus, comme le rappelait le quotidien de La Réunion. Les pneus usagés ou non encore montés, par exemple, sont en raison de leur forme d'excellents réservoirs à eau et donc des gîtes très favorables au cycle biologique du moustique. De manière plus générale, toute stagnation d'eau dans des gîtes naturels ou artificiels, et ceux-ci abondent en zone habitée, remplit cette fonction. Dès son apparition, la maladie, ce manque de santé, semble entraîner avec elle un manque de sagesse, sous la forme d'une difficulté particulière à penser l'événement, et qui sera à la mesure de son importance. Cependant, pour le cas du chic, l'appareil conceptuel est disponible, puisqu'il s'agit d'une épidémie et donc d'un type de mal qui s'abat sur l'homme depuis des temps immémoriaux. La grippe, aux épisodes annuels, ou bien les maladies infantiles par exemple, nous en rendent l'expérience familière et nous en rappellent constamment le modèle. L'histoire des hommes en a été marquée. Les épidémies les plus diverses, souvent classées sous le terme générique de peste ou de pestilence, ont frappé le monde antique. La Bible en mentionne un certain nombre dont la plus longue sans doute est la peste des Philistins. La peste de Syracuse, au IVe siècle a.V. Lycée, décrite avec une grande précision par les médecins de l'école de Sicile, dont l'illustre Diodore, la peste antonine du II siècle, qu'affronta Marc Aurèle alors empereur, la peste de Jérusalem en 542, la peste noire du Moyen-Âge, les épidémies des temps modernes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.